Je m'appelle Aïcha, j'ai 62 ans, je vis à Lyon depuis mes 18 ans. Et aujourd'hui, je suis debout au milieu de ma propre chambre, sans comprendre comment j'en suis arrivée là. Ma fille Claire, ma fille unique, la fille que je portais dans mes bras même quand j'avais déjà mal au dos à force de nettoyer les escaliers et les bureaux, vient de me crier au visage qu'elle a honte de moi. Honte. Le mot arrive comme une claque sèche. Elle se tient dans l'embrasure de la porte, son manteau sur le bras et le visage rouge de colère. Et elle répète plus fort pour s'assurer que j'ai bien compris. « Jen veut plus de ce nom de famille. Je ne veux plus que tu saches que je suis ta fille. » Jen n'ai aucune réaction. Mon esprit essaie de chercher un souvenir de l'époque où elle a commencé à me voir comme un fardeau. Parce que je me souviens encore quand elle laisse cacher la tête dans mon tablier, chaque fois que quelque chose lui faisait peur, quand elle pleurait parce que les gamins de l'école se moquaient de notre façon de parler français avec un accent africain. J'étais son bouclier. Aujourd'hui, je suis la raison de sa honte. J'essaie de lui demander ce qui se passe, mais elle me coupe la parole avec sa main en l'air et me dit plus dignement « Tu ne comprends pas que tu me ralentis ? Que je ne pourrai jamais avancer dans la vie à cause de toi ? Tout le monde sait que tu es cette femme simple, qui prend encore le bus, qui parle fort au marché, qui me met dans l'embarras. Je ne sais pas quoi faire de mes mains. Je les tiens ensemble, comme si j'allais prier. Mais je ne peux même pas prier. La voisine du dessus passe dans le couloir et je vois son ombre à travers la porte entr'ouverte. Claire le remarque et claque la porte pour que personne d'autre ne l'entende. Trop tard. Tout le bâtiment a dû l'entendre. J'essaie toujours d'apaiser. Je dis que je demandais seulement si elle venait dîner le dimanche, que j'avais déjà séparé les légumes pour faire le plat qu'elle commandait toujours quand elle était enfant. Ce poulet aux pommes de terre et à la moutarde qu'elle a dit que moi seule savais faire comme personne d'autre. Elle lève les yeux au ciel et laisse échapper un petit rire de mépris. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Je ne suis plus un enfant pour manger ces choses de gens simples. J'ai ma vie maintenant. J'ai des amis qui me demandent de voyager, d'aller dans de bons restaurants, et tu gâches toujours tout avec ta manière de mère collante. Je pourrais pleurer, mais je ne le fais pas. Je pourrais crier, mais je ne le fais pas. J'ai juste une chaleur montée dans ma poitrine, et une énorme envie de disparaître. Elle sort son téléphone portable de son sac à main et continue de parler sans arrêt, comme si elle avait attendu des années pour se débarrasser de tout cela. J'en ai marre de faire semblant que tout va bien. J'ai honte de dire ton nom quand on me demande d'où je viens. J'ai honte de tes vêtements, de ta maison simple, de ta façon de marcher. Je me regarde. Je porte ma robe en coton bleu, la même que je porte à la maison les jours chauds. Ce n'est pas déchiré, ce n'est pas sale, mais pour elle, cela semble être une raison de dégoût. Je regarde mes mains, calleuses, cicatrisées par les produits de nettoyage. Des mains qui l'ont tenue toute sa vie. Maintenant, ils ont l'air sales. Je ne sais pas comment elle en est arrivée là. J'ai payé ses études avec ce que je gagnais en nettoyant des appartements et en m'occupant des personnes âgées. Quand elle a voulu aller à l'université à Paris, j'ai travaillé en double équipe pendant une année entière pour payer le loyer de sa chambre. Quand son père nous a quittés en nous disant qu'il partait à Marseille pour recommencer sa vie avec une autre femme, je ne lui ai pas dit du mal de lui. Je lui ai dit qu'il avait ses raisons, que l'important était de passer à autre chose. Je n'ai jamais rien manqué. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Je voulais juste qu'elle s'en souvienne. Elle tourne le dos et dit qu'elle reste chez une amie parce qu'elle a besoin des éloignés de moi pour respirer. Je reste immobile, sentant que mes jambes se tremblent, mais m'obéit. Elle ouvre la porte et prononce la dernière phrase comme s'il s'agissait d'une phrase « Je veux prendre de la distance par rapport à ta vie. Et je ne veux plus de ton nom de famille. Je veux être quelqu'un d'autre. » Elle claque la porte si fort que la photo de son petit tombe sur le sol et que le verre se brise. La photo d'elle à l'âge de 8 ans, les cheveux attachés et le sourire plein de dents manquantes, est maintenant sur le sol, brisée. Je me penche et ramasse le portrait avec précaution. Je passe mon doigt sur son visage comme si je pouvais à nouveau sentir la peau de son enfant. Je m'assois sur le canapé avec la photo sur mes genoux et je reste silencieux. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me rends compte qu'elle a laissé son téléphone portable sur la commode près de la porte. Il vibre avec une notification. Je le prends par instinct, en me disant que c'est peut-être urgent. Lorsque je déverrouille l'écran, je vois quelque chose qui me serre la poitrine. Une conversation avec une personne nommée Sylvie. Et là, dans les derniers messages qu'elle a envoyés quelques minutes avant qu'elle ne vienne me crier dessus, il est écrit « Aujourd'hui, je mets fin à ce clown. Je vais couper cette chaîne qui me lie à cette femme. Elle ne mérite pas qu'on l'appelle maman.
Je l'ai lu et j'ai l'impression d'avoir été giflée à nouveau. Mais ce n'est pas tout. Je vois un message qu'elle a écrit mais qu'elle n'a pas envoyé. Il est tapé et enregistré dans des brouillons. Je l'ouvre. Il est écrit « Parfois, je souhaite qu'elle disparaisse pour toujours. Je ne sais pas comment je peux encore la regarder sans crier qu'elle a ruiné ma vie. Je me tiens debout, mon téléphone portable ouvert dans les mains. Je sens quelque chose changer en moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la colère. C'est comme si une partie de moi qui a toujours essayé de comprendre, qui a toujours essayé d'être patiente, se réveille soudain fatiguée. Fatiguée de s'excuser sans avoir rien fait. Fatiguée d'être blâmée pour le bonheur qu'elle ne trouve pas. Je me lève, je serre mon téléphone portable et je me dis « ça suffit ». Je reste debout quelques secondes avec son téléphone portable à la main, sentant le poids de ce message non envoyé comme s'il s'agissait d'une brique dans ma poitrine. Je l'ai relu juste pour voir si je comprends bien. Parfois, j'aimerais qu'elle disparaisse pour toujours. La femme qui passait des nuits blanches à s'occuper d'elle quand elle avait de la fièvre, qui la portait sur son dos parce qu'elle avait peur de marcher dans l'obscurité, qui frottait du beurre supplémentaire sur son pain parce qu'elle disait que qu'était parfait alors seulement. La femme qui économisait sur la viande pour s'acheter le manteau le plus chaud de l'hiver. Maintenant, je suis quelqu'un qu'elle aimerait voir partir. Je prends une profonde inspiration. Je ne vais pas pleurer. Aucun. J'ai été élevée pour avaler des larmes quand le monde a semblé vouloir me briser. Quand je suis arrivée seule ici en France, à l'âge de 18 ans, on m'a regardée comme si j'étais invisible. Ils m'ont dit de nettoyer les coins les plus sales, ils m'ont donné les travaux que personne ne voulait faire. J'ai entendu des blagues sur ma couleur, mon accent, mon foulard dans les cheveux. Je me suis tue parce que je voulais rester. Je voulais me construire une vie meilleure. Je l'ai fait. J'ai construit une vie. Et maintenant, la seule personne que j'ai mise au centre de cette vie me dit qu'elle a honte de moi. Je regarde autour de moi. Tout ici a été acheté en pensant à elle. Le canapé confortable quand elle voulait montrer un film avec moi. La grande table s'arrête lorsqu'elle veut inviter des amis à dîner. Les plantes à la fenêtre que j'arrose tous les jours parce qu'elle aime le vert. Elle ne l'a jamais remarqué. Elle ne l'a jamais demandé. J'ai toujours été claire sur le fait qu'elle était la priorité. Peut-être était-ce l'erreur. Peut-être ai-je oublié de montrer que j'existe aussi au-delà d'être une mère. Je me lève avec mon téléphone à la main et me dirige vers le miroir dans le couloir. Je me regarde attentivement. Je vois les rides, je vois les cheveux déjà avec quelques mèches blanches. Je vois les cernes qui ne disparaissent jamais complètement. Je vois quelqu'un qui s'est donné jusqu'à l'os. Je vois quelqu'un qui n'a jamais eu le temps d'être égoïste. Je vois quelqu'un qui mérite le respect. Et c'est là que quelque chose de nouveau naît en moi. Je ne sais pas si c'est du courage ou c'est juste de la fatigue. Mais je décide que je ne me tairai plus. Je prends mon sac, mets son téléphone portable à l'intérieur et sors de l'appartement. Je sais exactement où elle va être. Elle va toujours au café du coin quand elle est en colère. Il dit que l'odeur du croissant chaud l'aide à réfléchir. Je descends les escaliers lentement, sentant mon cœur battre, mais en même temps, ressentant une fermeté que je n'ai pas ressentie depuis des années. Quand j'arrive dans la rue, l'air froid me frappe le visage et me fait me réveiller pour de bon. Je marche d'un pas déterminé jusqu'au café. Quand j'entre, je la vois assise avec 2 amis. Ils rient de quelque chose sur l'un de leurs téléphones portables. Claire me voit et lève les yeux au ciel, comme si j'étais un intrus. L'un des amis chuchote quelque chose et il rit. Je reste là, sans aller à la table. Je ne vais pas faire de scandale. Je ne vais pas crier. Je vais juste parler. Je sors son téléphone portable de mon sac et d'une voix ferme, je lui dis « Tu as oublié ça ». Elle essaie de se lever pour la ramasser, mais je repousse ma main. Elle se met en colère et murmure « Maman, donne-le tout de suite et pars ». Je l'ignore. J'ouvre la conversation et, sans crier, je commence à lire à haute voix le message qu'elle a envoyé à Sylvie. À chaque phrase que je lis, son visage change. Elle commence à pâlir. Ses amis cessent de rire. Je continue. J'ai également lu le message non envoyé. Quand j'ai fini, tout le café est silencieux. Je sens tous les regards sur moi. Je devrais avoir honte, mais je ne le suis pas. Je suis calme. Étrangement calme. Claire se lève brusquement et essaie d'attraper le téléphone de ma main, mais je recule d'un pas. Elle dit entre ses dents « Tu m'humilies ». Je réponds tout aussi calmement « Non, je ne fais que vous expliquer clairement ce que vous avez écrit. Je n'ai pas écrit ça, c'était toi. » Elle a les larmes aux yeux, mais ce n'est pas un regret. C'est de la colère. Elle dit
Vous n'aviez pas le droit de lire mes messages. Je réponds. Et aviez-vous le droit de parler de moi comme ça? Elle ouvre la bouche, mais n'a pas de réponse. L'un des amis tente d'intervenir. Peut-être que c'est mieux pour toi de parler à la maison. Je la regarde et je lui dis « Merci ». Mais la conversation a déjà commencé. Claire essaie de détourner le sujet en disant que je suis dramatique, que j'aurais pu parler en privé. Je ris doucement pour la première fois. Je dis « Vous n'avez pas parlé en privé quand vous m'avez humilié dans le couloir de l'immeuble. Vous vouliez que tout le monde écoute. Maintenant, tout le monde a entendu ce que tu dis de moi quand je ne regarde pas. » Elle est stupéfaite. Elle regarde autour d'elle et voit que personne ne rit. Personne n'est de son côté. Je lui tends le téléphone portable et ne dis qu'une phrase avant de partir. La honte a changé de camp. Je tourne le dos et quitte le café sans me presser. Je sens ses yeux dans mon dos. J'entends le bruit de la chaise qu'on pousse fort. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas peur. Je marche dans la rue et je sens mes jambes trembler, mais je reste ferme. L'air froid pénètre dans mes poumons, comme si je respirais pour de vrai après des années d'étouffement. Je ne sais pas si j'ai bien fait, si j'ai franchi la ligne, mais pour la première fois, j'ai parlé pour moi-même. Je n'ai pas demandé d'empathie. J'ai exigé le respect. J'arrive sur la place devant l'église et je m'assois sur l'un des bancs. Je pose mes mains sur mes jambes et laisse mon corps se détendre. Le silence autour de moi me semble différent, plus léger. Je lève les yeux vers le ciel nuageux et je pense à quel point je me suis tue par amour. L'amour d'une mère, dit-on, c'est de tout endurer. Mais personne dit que parfois l'amour a aussi besoin de dire « assez ». Je reste là pendant quelques minutes jusqu'à ce que j'entende des pas rapides derrière moi. Je n'ai pas besoin de regarder pour savoir que c'est Claire. Son parfum coûteux passe avant son corps. Elle s'arrête à côté de moi, mais ne s'assied pas. Sa voix est contrôlée, comme si elle essayait de paraître rationnelle. « Tu m'as exposé. Avez-vous dû le faire devant tout le monde ?» Je continue à regarder vers l'avenir. Je dis, sans élever la voix, « Comment pensez-vous que j'ai ressenti quand vous m'avez dit en face que vous aviez honte de moi avec la porte ouverte pour que tout le monde puisse entendre ?» Elle prend une profonde inspiration, irritée. « Mais vous savez, je ne l'ai pas voulu de cette façon. » Je ris bas. « Tu le pensais exactement comme ça. » Elle s'assoit enfin à côté de moi. Elle regarde le sol, agitée. J'étais juste fatiguée. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais être moi-même avec toi. Je la regarde sincèrement. Et vous êtes-vous déjà demandé si je pourrais un jour être moi-même avec vous? Elle fronce les sourcils, confuse. Je continue. J'ai toujours été ta mère, toujours fort, celui qui peut tout gérer, celui qui résout tout. Vous m'avez vu comme une havre de paix toute ma vie. Mais il n'a jamais vu que ce port est aussi en pierre et c'est fatigant. Elle se tait. Pour la première fois, elle ne répond pas sur le champ. Je vois ses yeux se mettre à pleurer. Elle essaie de le cacher, mais elle n'y arrive pas. Je ne voulais pas en arriver là. Je secoue la tête. Mais c'est arrivé. Et maintenant, tu dois décider comment tu vas me regarder à l'avenir. Comme une honte ou comme une femme qui méritait le respect bien avant votre naissance. Elle porte ses mains à son visage. Je vois ses doigts trembler. Lorsqu'elle reprend la parole, sa voix est plus basse, presque enfantine. Je ne sais pas comment m'excuser. Je réponds calmement. Alors commence à essayer. Elle hésite. L'orgueil est toujours là, luttant avec la conscience. Au bout de quelques secondes, elle prend une profonde inspiration et dit, avec difficulté, « Je suis désolée. » Court, sec, mais c'est vrai. J'accepte d'un hochement de tête. Je ne fais pas de câlin. Je n'oblige pas à la réconciliation. Je lui ai fait comprendre qu'un mot n'efface pas tout. Mais il ouvre la porte. Nous sommes restés assis là pendant un moment, en silence. Les gens passent, les voitures font du bruit sur l'avenue. Un enfant pleure de l'autre côté de la place. La vie continue, comme elle l'a toujours fait. Mais quelque chose a changé. La distance qui nous sépare n'a pas disparu, mais il a diminué. Lorsque nous nous levons pour rentrer, Claire demande, toujours maladroite, « Veux-tu que je rentre à la maison avec toi ?» Je réfléchis un instant. Toute ma vie, j'ai dit oui sans hésitation. Mais aujourd'hui, je réponds différemment. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie d'être un peu seule. Elle a l'air surprise, mais comprend. Je vois sur son visage que cela l'affecte plus que tout ce dont j'ai parlé auparavant. Peut-être que pour la première fois de sa vie, elle se rend compte que j'ai des choix, que j'ai mes limites, que je suis quelqu'un d'autre que sa mère. Je rentre à la maison dans mon temps. Quand j'entre, je vois la photo cassée toujours sur le sol.
Je prends le portrait avec soin et décide de ne pas le mettre dans le même cadre. Je prends la vieille photo et la garde dans un tiroir. Pas parce que je n'aime pas ce souvenir, mais parce que j'ai compris que je devais me créer une nouvelle image de moi-même, moins soumis, plus entier. En fin d'après-midi, Claire envoie un message. Ce n'est pas long, ce n'est pas parfait. Il dit simplement « Est-ce que je peux passer demain pour parler correctement ?» Je réponds « Oui ». Elle envoie un cœur. Je ne réponds pas avec des émojis. Je ne sais pas comment faire semblant que tout va bien. Mais je sais que quelque chose d'important s'est produit. Elle m'a vu. Peut-être pour la première fois. Je prépare mon thé et m'assois près de la fenêtre. La nuit commence à tomber et les lampadaires s'allument. Je prends une profonde inspiration et murmure en moi-même « La honte a changé de camp et j'ai récupéré ma place ». Si vous écoutez cette histoire et que vous avez déjà été traité comme un fardeau dans la vie de quelqu'un que vous avez élevé avec amour, je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas né pour vous cacher derrière la culpabilité qu'ils vous ont imposée. Écrivez ci-dessous « Je me respecte ». Et si cette histoire vous a rappelé votre force qui dormait, restez avec moi. Nous avons encore beaucoup à vivre ensemble.